Bienvenue à tous, c'est Réussite, votre magazine économique réalisé en collaboration avec la CCI de Troyes et de l'Aube. Chaque décembre, nous vous proposons de finir l'année avec un best-of de l'émission. Oui Fabrice, et traditionnellement, vous le savez, nous enregistrons ce best-of dans un endroit symbolique et nous avons choisi cette année le NBH, le nouveau bâtiment d'hospitalisation du centre hospitalier de Troyes, inauguré en septembre dernier. Ce NBH, il a une réelle importance économique. Tout d'abord parce qu'il va permettre de mieux soigner à terme les Aubois et ensuite parce que c'est un investissement de 81 millions d'euros qui a fait travailler bon nombre de corps de métier pendant plus de 3 ans. Et ce nouveau bâtiment d'hospitalisation, c'est aussi la preuve que l'Aube bouge et fait avancer de grands projets. Bref, le symbole d'un territoire qui sait s'adapter à son temps. Alors je vous propose de venir découvrir avec nous ce nouveau bâtiment et les meilleurs moments de l'émission. C'est parti! Pour toutes les CCI de France, 2014 fut l'année de l'innovation et ce thème a constamment été présent dans Réussite. L'innovation, c'est le sésame pour résister à la crise et à la concurrence internationale. Ainsi, l'entreprise Coro, basée à Saint-Germain, n'a jamais cessé d'innover dans un marché de niche, l'étude et la fabrication de pompes à engrenages. Et la famille Konicki, qui la dirige depuis ses débuts en 1982, a fait de cette PME un des leaders mondiaux dans son domaine. Mais l'innovation, ce n'est pas simplement de la haute technologie. Cela peut être de bonnes idées qui transforment l'activité. Rideau-Rail, qui fabrique des tringles à rideaux, nous l'avait prouvé dans une émission. Dans un secteur plutôt traditionnel, la PME dirigée par Thierry Colmez a su trouver des solutions qui lui ont ouvert d'importants marchés. Redécouvrez avec nous ces deux invités particulièrement ingénieux. La façade de l'entreprise à Saint-Germain est assez quelconque, mais derrière l'enseigne se cache un des leaders mondiaux des pompes à engrenages, des pompes utilisées exclusivement pour des matières liquides. Un engrenage, c'est un couple de 2 roues dentées qui aspirent un produit et qui le refoulent dans des conditions particulières de pression, de température et de viscosité. Il y a une technologie ordinaire pour les pompes à huile et une très haute technologie, c'est celle que nous développons, qui consiste à pomper tous les produits liquides qui peuvent exister, les plus visqueux bien entendu, mais actuellement on a un gros développement sur les très peu visqueux, très haute pression. Dans la plupart des processus de fabrication industrielle, il y a un besoin de véhiculer des fluides de la partie production à la partie conditionnement. Le défi pour Coro est de créer des pompes qui n'altèrent pas ou qui altèrent le moins possible les produits transvasés. Il s'agit par exemple de travailler dans le domaine de la cosmétique. Un fabricant de cire de mascara ou de vernis à ongles cherchera à remplir ses petits flacons avec des fluides provenant de très grandes cuves, le tout sans diminuer la qualité du produit. Sur son marché, l'entreprise Coro est à la fois concepteur et fabricant. Ses clients sont dans le monde entier et dans le domaine de la pétrochimie, de l'alimentaire ou encore de la pharmacie. Vous êtes ici dans la partie recherche et développement. 3 ingénieurs ou docteurs créent de nouvelles pompes à partir des conditions demandées par les clients. En ce qui concerne la France, nous sommes dans notre domaine dans un secteur de niche où nous n'avons aucune concurrence. Donc les seuls en France, nous pouvons le dire. Dans le monde, nous avons, selon les secteurs, quelques concurrents. Par exemple, dans les polymères, on est 3 dans le monde, nous avons un brevet. Dans certains autres secteurs, nous pouvons être une dizaine dans le monde. Chez Rideau-Rail, à Estissac, innover est devenu le maître mot en 2008 avec des produits qui permettent de poser des rideaux sans percer les murs. Un concept qui séduit les clients amateurs de bricolage facile. Donc on s'est aperçu qu'en apportant des solutions justement où on évitait déjà d'utiliser la perceuse, le moins d'outils possible, on facilitait l'achat de renouvellement et surtout on pouvait directement vendre au prescripteur qui est souvent dans le couple la femme qui prescrit le produit mais qui avait besoin toujours du mari pour poser sa tringle à rideau. Le premier succès commercial a été ce système lancé en 2010, un produit déclencheur. Il y avait une grosse demande, une problématique par rapport à poser des tringles à rideau quand on avait ce fameux caisson de volet roulant au-dessus de sa fenêtre. Et donc c'est notre premier produit que l'on a créé sans perçage. On a vendu près de 100 000 garnitures pour volets roulants. La gamme de supports sans perçage s'est ensuite déclinée pour correspondre à plusieurs types de fenêtres, ajustables en hauteur, sur des montants bois ou PVC, ou encore des fenêtres de toit ou oscillo-battantes. Depuis, 5 brevets ont été déposés. Thierry Colmez consacre une réunion par semaine minimum au secteur recherche et développement
Après la définition des problématiques, c'est Jean-Luc qui propose une solution technique et réalise les prototypes. Régulièrement, des étudiants de l'école supérieure de design de Troyes viennent en stage et proposent aussi des accessoires novateurs. Chaque année, Rideau-Rail consacre environ 50 000 € de budget à l'innovation. On l'a souvent vu dans cette émission, l'innovation est la clé de la performance des entreprises mais aussi du centre hospitalier de Troyes où nous nous trouvons sur le lieu même du réapprovisionnement de ces fameuses tortues, ces robots autonomes logistiques. Mais l'innovation dans les entreprises, elle est aussi liée à de grandes inventions et l'année 2014 aura été à ce titre marquée par la montée en puissance d'un produit technologique qui pourrait révolutionner la vie des entreprises. Fabrice. Il s'agit de l'imprimante 3D. Nous avions consacré un zoom du mois à cette nouvelle technologie. C'est un phénomène à ne pas négliger. L'imprimante 3D, ce sera pour certains la troisième révolution industrielle. Alors, quels sont les enjeux et les potentiels de l'imprimante 3D? Que peut-elle apporter aux PME? Réponse dans ce reportage signé Adeline Bandvel. Moins coûteuse et plus rapide que l'usinage, l'imprimante 3D à la cote, les industriels réalisent peu à peu son potentiel et les multiples utilisations qu'elle offre. Prototype, production de petites et moyennes séries. Depuis 8 ans, l'IUT de Troyes possède une imprimante 3D. Son coût initial, 80 000 €. Elle a été mise à jour plusieurs fois. Pour fonctionner, on a besoin donc d'un fichier au format STL. Donc le principe, c'est de dessiner le modèle, la pièce à réaliser avec un logiciel. On utilise le logiciel Nukatia qui transforme la pièce réalisée au format STL. STL, ça veut dire stéréolithographique. Et la machine elle-même gère tout simplement ce fichier en réalisant la pièce couche par couche. Elle dépose de l'ABS couche par couche, de l'ABS de 2 dixièmes et demi d'épaisseur, sous une température de 270 degrés. L'IUT est amené à travailler avec des professionnels plutôt que d'investir dans sa propre imprimante 3D. La PME Ultra RS commande régulièrement des pièces à l'IUT. Cette pratique vient alors remplacer l'usinage traditionnel. Les coûts de fabrication de ces pièces ont été fortement réduits grâce à l'imprimante 3D et le délai divisé par 3 selon la complexité des pièces. L'objectif, c'est de réaliser des pièces assez complexes avec un temps très réduit. Donc ça nous a permis de réaliser quelques pièces par exemple pour contrôler les obs de turbines qui ont des formes assez complexes pour contrôler la résistance de ces pièces par ultrason. Économiquement c'est très intéressant et c'est des pièces qui résistent. Comme Ultra RS, un bon nombre d'entreprises est attiré par les imprimantes 3D, d'autant plus que de nombreux secteurs sont concernés, car si les matières plastiques sont les plus utilisées et les moins chères, le méthane et le tétane peuvent servir lors d'une impression 3D. Je crois qu'il n'y a plus un seul secteur qui ne sera pas concerné dans les années à venir. Pour une simple raison, c'est que ce n'est pas seulement une petite mutation, c'est vraiment ce qu'on appelle une technologie disruptive, c'est-à-dire qu'il y a une véritable rupture qui est en train de se passer. Je crois que la prise de conscience n'a pas été encore bien positionnée. C'est le même phénomène qu'Internet il y a à peu près une vingtaine d'années. Ces productions que nous allons faire sur place, ils sont sans droit de douane, sans droit de port, sans charge complémentaire. Donc il y a toute une mutation que l'entreprise industrielle n'a pas encore pris vraiment en termes de conscience. L'imprimante 3D peut également être utilisée dans le secteur médical pour créer des prothèses plastiques et des cellules humaines. Le grand public commence lui aussi à s'intéresser aux imprimantes 3D pour réparer des pièces ou dans un but de loisirs créatifs. Créer son entreprise, c'est avant tout une histoire de passion et les invités de réussite nous prouvent régulièrement qu'ils ont, eux, cette flamme qui les pousse à agir. Nous avons reçu sur le plateau de réussite cette année 2 passionnés qui travaillent tous les 2 dans le secteur de la gastronomie. L'un d'entre eux, Didier Barbe, a créé son entreprise à son nom, spécialisée dans les apéritifs régionaux. Cet entrepreneur basé à Lusigny-sur-Barse est intarissable sur son métier. L'autre invitée, c'est Evelyne Poulain, créatrice de la seule champignonnière basée dans la région. Il fallait être courageuse et un brin téméraire pour se lancer dans cette aventure entrepreneuriale qui dure maintenant depuis près de 30 ans. En tout cas, ces 2 invités nous ont fait partager sur le plateau leur bonheur de créer un produit qui est l'œuvre de toute une vie. Une entreprise, c'est pas du tout un fleuve tranquille. On est sur le fleuve, on essaye d'éviter les rochers, mais c'est pas toujours évident. Vous êtes lancé de manière artisanale? Tout à fait, oui. Nous, on a démarré avec les petits marchés nature de la forêt d'Orient, donc de façon vraiment artisanale. Mais quand je dis artisanale, c'était 500 bouteilles dans l'année, et puis on y va, on fait les petits marchés. Alors oui, c'était un petit peu un défi, on va dire. On a bricolé quelques bouteilles d'apéritifs, on s'est dit on va essayer de les vendre. Si on y arrive, c'est bien, sinon on invitera les copains. Et puis malheureusement, on a tout vendu. Donc on s'est pris au jeu.
Alors Didier Barbet, vos apéritifs, c'est quoi exactement? C'est à base de vin, ça a quel goût, ça ressemble à quoi? Alors j'ai pas été très loin, si vous voulez, pour innover, enfin et trouver surtout la première recette. J'ai traversé la rue et j'ai rencontré mon voisin et j'ai un petit peu pris une ancienne recette que j'ai retravaillée. L'idée pour vous, c'était de faire partager quelques recettes un peu secrètes et d'en faire un vrai métier. Alors tout à fait, oui, ce sont des vieilles recettes comme les vins de pêche, les vins de noix qu'on faisait à la campagne et j'ai envie de retravailler. Je disais tout à l'heure, à 14 ans, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, il y a eu des hauts et des bas. Vous avez aussi sacrifié pas mal de choses pour créer et développer cette activité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous le referiez? Oui, je pense que je le referai. J'avais une bonne situation, c'était assez confortable. J'ai mis un petit peu la famille, je les ai mis à rude épreuve. Mais bon, non, si c'était à refaire, oui, je le referais. La passion, malgré tout, même si il y a eu quelques aléas. Je pense que tout entrepreneur, il y a des hauts, il y a des bas, il faut réagir. Je pense qu'il faut avoir vraiment une capacité de réaction. Pourquoi, au début, avez-vous voulu créer votre propre entreprise? Eh bien, surtout pour être indépendante, faire quelque chose qui me plaisait, surtout. Et puis, j'ai voulu créer quelque chose que les autres ne faisaient pas, un petit peu un défi à la vie et s'organiser un petit peu différemment. Vous avez un métier quand même assez particulier, on disait en début d'émission, qui est même unique dans la région. Pourquoi, d'après vous? Pourquoi il n'y a pas d'autres champignonnières dans les départements limitrophes? Eh bien, le champignon, c'est une denrée très périssable. Et aujourd'hui, il faut savoir que les champignons de Paris, notamment, puisque là, c'est ma principale utilisation, le champignon de Paris, sont produits dans les pays de l'Est. Donc, avec des cours défiant toute concurrence, malheureusement. Donc, un petit producteur aujourd'hui, s'il ne transforme pas, ce n'est pas viable. Oui, mais il pourrait toujours y avoir des gens aussi motivés que vous. Il faut relever les manches. Ça prend du temps. Ça prend du temps, de l'énergie. C'est du quotidien, la culture de champignons. Voilà, c'est plus que du temps, c'est une passion. À plus que c'est du 200%. Pas besoin d'être une grande entreprise pour être l'invité de Réussite. Cette année, votre magazine économique a voulu mettre à l'honneur des sociétés qui n'ont parfois que 2 salariés, chefs d'entreprise compris. Comme dans d'autres domaines, la taille n'a pas grand-chose à voir avec la performance. Premier exemple, Ambiance d'Abat-Jour, une PME dryade de 3 salariés qui fabrique des abat-jours pour les architectes, les hôtels ou bien les décorateurs. Dorothée Lenoir, sa dirigeante, résiste à la concurrence, notamment asiatique, en mettant en avant son savoir-faire et sa capacité à réaliser du sur-mesure. Le sur-mesure, justement, c'est aussi le credo de David Loiret, le gérant de Art Concept, une société spécialisée dans l'aménagement de dressing et de placards. Pour vaincre sa solitude, il a su créer un réseau d'indépendants dans son métier. Ambiance d'Abat-Jour, Art Concept, 2 micro-entreprises qui ont su trouver leur chemin, chacun à leur manière. Découvrez leur parcours en reportage. Dorothée Lenoir défend l'abat-jour réalisé en France et fabriqué à la même. Les parties métalliques sont fabriquées aussi en France, mais ce n'est pas nous qui les fabriquons. Et on adapte aux formes que le client nous demande. Tout ce qui est fait ici, c'est fait manuellement. Cela n'empêche pas le recours à la technologie. Impression numérique, découpe au laser sont sous-traités à des entreprises locales. Autre avantage du sur-mesure, comme ici, chez ses clients, avec des abat-jours jusqu'à 2 mètres de diamètre ou des concepts originaux. De sur-mesure, par exemple, impression Alpix, en impression numérique. Ça peut aller très loin, donc forme particulière, par exemple, une couronne. C'était fait pour Chantal Thomas. Les 4 personnels de cette PME confectionnent près de 10 000 abat-jours par an. Cette boutique troyenne est l'une des 40 membres du réseau AGEM, autrement dit agencement sur mesure. Leur point commun, ces enseignes spécialisées en aménagement intérieur se fournissent toutes chez le même fabricant de mobilier. C'est en effet le groupe du même nom, AGEM, qui a choisi il y a 3 ans de fédérer certains de ses clients, les commerçants indépendants. David Loiret est l'un des premiers à avoir signé. Ce partenariat lui garantit d'abord une certaine visibilité. Les gens regardent sur Internet, ils cherchent, si tu tapes le mot placard, vous avez le mot AGEM qui ressort. Et après, on a les différents magasins situés en France. Mais au-delà d'un simple référencement, la marque AGEM est une sorte de garantie. Ça peut rassurer certains clients quand même de faire partie d'un réseau.
Ça rassure, ça évite que beaucoup de sociétés vont prendre un acompte et fermer. Ça arrive encore assez régulièrement. Je suis convaincu que si on ne fait pas partie d'un réseau, on a du mal de plus en plus à survivre. Internet est un élément incontournable de la vie économique. C'est un espace que le chef d'entreprise ne peut négliger tant pour sa communication que pour la vente de ses produits. C'est pourquoi Réussite fait venir de plus en plus d'experts sur ce thème. Oui, ainsi tour à tour, Gilles Burissec, Thierry Deltour ou encore Jérôme Delcaz sont venus sur le plateau de Canal 32 prodiguer leurs conseils en la matière. Comment créer une boutique en ligne, comment améliorer son référencement sur Internet ou encore comment se développer via les réseaux sociaux. Autant de questions que se posent les dirigeants d'entreprise. Et autant de réponses apportées par nos experts. Découvrez les moments forts de leurs interventions. Après cette séquence, Internet n'aura plus de secret pour vous. La première décision à prendre, c'est de ne pas prendre de décision trop rapide. C'est-à-dire que comme tout projet, vendre en ligne, c'est vendre. C'est d'abord vendre. Donc vendre quoi? Vendre à qui? Vendre, on en parlait tout à l'heure, est-ce que c'est à l'export? Est-ce que c'est sur le plan local? Est-ce que c'est sur le plan simplement national? Comment on va s'organiser? Quel volume on veut faire? Savoir expédier? Savoir expédier, toute la logistique, ça c'est important. En fait, cette phase de réflexion, c'est de la stratégie. Est-ce qu'il vaut mieux se faire assister et par quel type de professionnel? Ça, c'est le plus important. Rares sont les chefs d'entreprise qui font leurs propres produits, qui font leur propre comptabilité, qui font leur propre expédition, qui font tout. Ça existe encore une fois, mais très peu. Donc s'entourer et s'entourer surtout autant, même peut-être plus en marketing qu'en technique. Là, je ne prêche pas pour la paroisse des entreprises de TIC, mais l'approche marketing, le web marketing, l'animation des réseaux sociaux, etc., c'est plus important que la technique. Aujourd'hui, la technique, elle est maîtriser la technique des boutiques en ligne, les interfaces avec des ERP, etc., avec la logistique, ça marche. Ce qu'il faut, c'est avoir le soutien, le support marketing. Le référencement, ça sert tout simplement à faire en sorte que quelqu'un qui fait une recherche sur Internet, sur Google ou sur un autre moteur de recherche, arrive directement chez vous. Et chez vous, plutôt que chez un de vos concurrents, dans tous les cas. Donc il est nécessaire de réfléchir et de se mettre à la place de son client, que ce soit un client qui soit assez technique ou qui soit plus généraliste, et de faire en sorte que les mots-clés qui vont être tapés amènent directement sur le site. Alors comment faire pour être bien référencé? Est-ce qu'il existe des différentes modalités de référencement? Oui, exact. On a deux choses. On a le référencement naturel qui est entre guillemets gratuit. C'est celui que toutes les entreprises professionnelles recherchent. Et puis on a aussi un autre système qui s'appelle le référencement payant. C'est ce on entend parler par exemple comme Google AdWords. C'est-à-dire qu'on va payer au clic le fait de pouvoir accéder sur votre site. Donc c'est intéressant quand on vend des produits en ligne ou quand on a des produits à forte valeur ajoutée. Quand on est sur des produits, entre guillemets, ou des services qui n'ont pas cette valeur ajoutée-là, c'est assez problématique parce qu'il faut plutôt se remettre sur le référencement naturel parce que le coût va être très important par rapport au retour. Alors le référencement naturel, vous dites que c'est gratuit. Ça consiste en quoi? À avoir un site très actualisé? Oui, ça c'est une partie qui est très importante. Google, en fait, c'est une machine. Elle va analyser votre site de différentes manières. Elle va lire l'adresse du site internet, elle va lire les titres des pages, elle va lire le contenu. Et plus vous allez faire de modifications sur votre site, plus votre site va remonter et Google, entre guillemets, va vous aimer. Les réseaux sociaux, il faut savoir que ça représente aujourd'hui 45 millions de Français connectés donc sur les réseaux sociaux et qui passent à peu près 4 heures par semaine sur ces fameux réseaux. Et donc, ce sont autant de personnes, de contacts qualifiés que l'on peut contacter en fait via ces réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux professionnels, LinkedIn et Viadeo? Oui, quelques chiffres. Donc Facebook, tout le monde connaît, c'est pour un peu tout le monde, c'est 28 millions d'utilisateurs. LinkedIn, Viadeo, c'est 7 et 8 millions respectivement. Et là, on va avoir une activité qui est en fait exclusivement professionnelle, puisque là, on va qualifier par son poste de travail, son profil, le profil de son entreprise. Même les animateurs de Réussite s'y mettent, est-ce que je vois? Ouais, tout à fait. Pour en tirer le meilleur parti, parce que c'est toujours c'est simple d'y être, c'est gratuit, mais encore faut-il ensuite tirer le meilleur parti de tout ça. Comment faire? Combien de temps faut-il y passer? Quelles informations faut-il y mettre? Alors, il faut avoir effectivement une stratégie par rapport à ça, donc réfléchir un petit peu. Il faut savoir bien se présenter, à la fois sur la photo, mais aussi sur les présentations, les textes descriptifs, les logos des sociétés qu'on va représenter sur ces réseaux sociaux. Et puis derrière,
il va falloir y passer un peu de temps. Alors, combien de temps? C'est environ 2 heures par semaine. En dessous, c'est illusoire. Et il faut développer en fait une présence. Donc, publier en fait un certain nombre de choses, peut-être participer à des groupes thématiques. Nous sommes ici dans le nouveau bâtiment du centre hospitalier de Troyes, qui est le plus gros employeur du département, Fabrice, avec 2300 agents. Et l'emploi, justement, ce fut l'un des sujets les plus souvent abordés au cours de notre émission. Et pour cause, la montée du chômage dans le département est une vraie préoccupation tant pour les salariés que pour les chefs d'entreprise. C'est pourquoi nous avons voulu montrer dans Réussite des pistes pour recruter malgré la crise aux dirigeants qui nous regardent. Alors, aide à l'embauche, groupement d'employeurs, des solutions existent pour permettre aux PME de créer des emplois. Je vous propose d'en découvrir ici quelques exemples. Johan a 25 ans, magasinier intérimaire depuis janvier 2011 à Axe Environnement. Il a signé il y a 3 mois maintenant un emploi d'avenir. Pour lui, c'est désormais parti pour un CDD pour les 3 prochaines années. C'est un peu rassurant parce que je me dis que j'aurai toujours un salaire à la fin du mois. Et c'est un boulot assez motivant. Le contrat d'avenir concerne tous les secteurs d'activité, hors les assurances et les banques. Il est réservé aux jeunes peu ou pas qualifiés de moins de 26 ans, 30 ans si la personne est handicapée. Le principe, proposer un CDD de 1 à 3 ans, voire un CDI à temps plein. En contrepartie, l'employeur verra ses charges exonérées de 35% pendant 3 ans. L'objectif, c'est vraiment d'offrir aux jeunes en emploi d'avenir une première expérience professionnelle, de organiser à son profit un accompagnement et un parcours de formation qui va lui permettre effectivement d'acquérir une qualification, une formation et de s'engager, donc de s'insérer professionnellement de manière durable. Auparavant, Vanessa travaillait ici 9 mois par an en CDD. En avril dernier, son entreprise lui a proposé de décrocher un CDI à temps plein. Particularité, elle se partage entre 2 activités. Ici, au sein des établissements CEMOA, je suis conductrice de machine. Je m'occupe de tout ce qui est la préparation, la sortie du chocolat dans les machines, les préparations des commandes. Et au sein de UFP International, je suis sur ligne à reconditionner des cartouches d'encre d'imprimante. Ça fait 2 emplois différents. Une opportunité pour Vanessa rendue possible grâce au groupement d'employeurs. Vanessa a un seul contrat. Son emploi du temps se partage désormais entre plusieurs entreprises qui adhèrent au même groupement. Une solution simple qui concilie sécurité pour les salariés et flexibilité pour les entreprises. Au départ, nous sommes des entreprises qui avons une forme de saisonnalité et nous avons besoin de personnel à une période de l'année seulement. Donc nous n'avons pas vocation à garder ces personnels toute l'année. Et nous nous sommes dit qu'en nous mettant plusieurs autour d'une table, nous pourrions peut-être nous entendre de façon à combiner les emplois du temps de ces salariés et de leur proposer un emploi de manière durable. Aujourd'hui, le groupement d'employeurs Convergence compte 7 entreprises et poursuit le développement du nombre d'adhérents. À terme, 30 salariés devraient concilier contrat en CDI et emplois multiples. Finissons ce best-of réussite avec une touche d'optimisme et saluons les invités de l'émission qui, cette année, ont voulu mettre en avant leurs équipes. Il s'agit notamment de Franck Lecoq, dirigeant de Provexi, une société qui travaille dans le pilotage et la conformité des parcs immobiliers. Ou bien encore de Laurent Guyot, gérant de ICI, spécialisé dans l'isolation de tuyauterie. C'est aussi le cas de François Aublet, le directeur général de VK Recyclage, qui recycle de la matière PVC. Et tous les 3, à leur façon, ont rendu au cours de l'émission un vibrant hommage à leurs salariés. Bref, pour ces 3 invités de réussite, il n'est de richesse que d'hommes. Et réussir, c'est essayer de réussir jour après jour. On ne peut pas dire qu'une entreprise a réussi sur l'année. C'est tous les jours qu'il faut réussir. Dans vos remerciements, lors de la cérémonie, vous avez remercié abondamment votre équipe. C'est important. Moi, c'est des gens qui sont importants dans ma vie. Je compte énormément sur eux. J'espère que je compte un peu pour eux aussi. Il y a une autre personne que je vais peut-être profiter de citer, c'est mon épouse qui, sans elle, m'a déchargé tout l'aspect bureautique. Et ce qui nous permet maintenant d'être beaucoup plus disponible au niveau clientèle, au niveau commercial. Et c'est ce qui fait le développement et on va continuer dans ce sens-là. Franck Lecoq, cette politique de ressources humaines vous a valu d'ailleurs le prix du management des trophées de la CGPME en 2012. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, cette façon de gérer les ressources humaines ? Oui, tout à fait. Notre travail, c'est vraiment, comme on l'évoquait, un travail exigeant.
avec des conséquences importantes sur la santé des personnes, sur des décisions qui sont à prendre. Et donc il est vraiment important pour nous de mettre toutes les conditions nécessaires pour arriver à ce résultat de qualité. Ce travail est un travail très exigeant, très difficile. Et donc tout ce qui peut y contribuer est vraiment très important. Voilà. On l'a vu dans le reportage, vous développez au sein de votre entreprise une ambiance zen, sereine pour vos collaborateurs. Mais vous, en tant que chef d'entreprise, vous êtes zen? Vous êtes serein? Ça va? Moi, ça va, je suis tranquille. Il n'y a pas de souci. Il apparaît comme ça. Mais vous savez, en ce moment, c'est quand même un peu rare. J'avais une réunion encore avec mes employés aujourd'hui où je les félicitais parce qu'ils sont impliqués dans la société. Flexible, on nous dit qu'on n'est pas flexible en France, on est plus flexible qu'en Allemagne a priori, notamment avec les nouvelles dispositions du gouvernement. Donc on a vraiment des gens de qualité qu'il faut former évidemment, mais des gens qui sont présents, qui sont à l'heure, qui font leur travail consciencieusement, et c'est ce qui fait la réussite. Et j'ai un encadrement aussi au niveau de notre société qui permet vraiment de diriger une usine telle que celle-là, parce que sinon, sans les hommes, les machines ne suffisent pas. Vous êtes un dirigeant heureux. On va dire ça. C'est la fin de ce best-of. Rendez-vous en janvier prochain pour de nouvelles découvertes économiques. Et d'ici là, passez de bonnes fêtes de fin d'année et à très bientôt pour une nouvelle formule de réussite qui fêtera ses 12 ans d'âge l'an prochain, Fabrice. C'est le bel âge, Bruno. À bientôt.